L'ESTM, l'école des ingénieurs et des spécialistes du management de référence en Afrique, vous invite à ces journées portes ouvertes les mardis 17 et mercredi 18 novembre 2020 de 9h à 18h dans son campus situé sur l'avenue Cheikh Anta Diop en face de l'hôpital Fann. Vous êtes nouveau bachelier et vous ne savez pas quelles études choisir après le bac? Vous êtes étudiant et vous cherchez une licence ou un master dans les métiers du numérique, du management ou des énergies renouvelables, ou alors vous êtes parent et vous cherchez une école supérieure de qualité avec des diplômes reconnus pour votre enfant? Rendez-vous les mardis 17 et mercredi 18 novembre 2020 de 9h à 18h pour découvrir l'ESTM et ses filières de formation. Pour toute inscription durant la journée du 17 novembre, bénéficiez d'une réduction exceptionnelle de 50% sur les frais d'inscription. De plus, 5 bourses d'excellence seront également offertes durant ces 2 journées. Pour plus d'infos, appelez-nous au 77 351 3807 ou au 33 825 28 89. La deuxième partie de Soir d'Info qui reçoit le ministre Amadou Tidiane Wane, ancien ambassadeur. Merci Monsieur le ministre d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, merci. Alors vous avez décidé de démissionner de la Légion d'honneur de la France. C'est quoi d'abord cet ordre et pourquoi avez-vous décidé de démissionner? Je vous remercie. D'abord, c'est un ordre que je juge prestigieux et auquel sont portés à la fois les Français les plus méritants, mais aussi, pour ce qui me concerne, les autorités des pays étrangers, amis de la France, que la France souhaite, pour une raison ou pour une autre, honorer. Le geste que j'ai posé à travers une tribune dont l'impact m'a surpris parce que franchement je ne pensais pas qu'il y aurait cette onde de choc qui fait que depuis ce matin mon téléphone ne m'arrête pas, je reçois des emails. Tout à l'heure je vous disais, il y a aussi la tonalité même du discours. J'ai reçu des messages d'un peu partout et cela montre qu'il y a un problème. Il y a un problème entre la France et beaucoup de pays qui se croient ses amis, notamment depuis que le jeune président de la République française, dont les connaissances en histoire ou la conscience historique nous paraissent relativement approximatifs en raison des raccourcis qu'il se permet pour nous critiquer d'abord sur le nombre de nos épouses et de nos enfants, ce qui était déjà indécent il y a quelques années. Mais cette fois-ci... Et nous ne sommes pas entrés dans l'histoire aussi. Ça, c'est son prédécesseur, sur Sarkozy. Mais enfin, une tradition est en train d'être inaugurée de nous traiter de haut, en raison peut-être de la domination économique ou historique que la France croit devoir exercer sur nous. Mais je pense qu'il faudrait qu'un nouveau dialogue s'ouvre entre les autorités africaines qui doivent être un peu plus courageuses pour réclamer, à défaut de considération du respect de la part des autorités françaises auxquelles nous lie une longue histoire. Donc l'acte que j'ai posé est un acte mûrement réfléchi. C'est un acte d'abord de foi, parce que je me suis senti égratigné dans ma foi personnelle. Mais c'est aussi un acte politique, un message adressé aux autorités françaises, comme quoi si plusieurs de nos ancêtres avaient été distraits par des bibelots ou des miroiteries, que nous sommes à une autre époque, à une autre ère, qui fait que nous savons non seulement nous tenir, mais nous savons dire non quand il le faut. Alors vous avez dit que vous restez disposé à la disposition de l'ambassade de France à Dakar. Est-ce que là, ils ont réagi suite à votre non, pour l'heure, il n'y a pas de réaction officielle. Il y a eu des réactions officieuses, mais qui ne méritent pas que je m'étale là-dessus dans les petites 15 minutes que nous avons. Mais je sais que j'ai des connexions qui font que j'espère qu'ils viendront rechercher leur bien. Sinon, je me déplacerai moi-même à l'ambassade de France pour rendre, comme on m'avait invité pour me la donner, la rendre, et par égard pour les autorités françaises, et puis par respect, parce que c'est quand même une marque de distinction que je crois mérite de ma part un comportement respectueux. Alors, en parcourant tout à l'heure votre lettre, je voulais préciser en ce qui concerne un tout petit peu la tonalité.
disons, du discours dans un français qui certainement pourrait plus ou moins, en tout cas, poser à réfléchir sur la manière de voir les choses du côté de la France, puisqu'il me semble que vous dites carrément que la France ne comprend pas toujours, disons, les mutations qui sont opérées dans sa société, qui est devenue une société multiraciale, avec plusieurs religions à la fois. Donc c'est cet aspect-là qui semble en tout cas vous être important dans le discours et par rapport, disons, à ce discours des autorités françaises aussi concernant certains problèmes qui concernent notamment l'Afrique. Je pense qu'il faut que nous posions exactement les problèmes. La France a un problème avec son histoire coloniale. La France a un héritage colonial qui fait que plusieurs générations d'hommes et de femmes ont acquis la nationalité française parce que leur pays était occupé par la France et qu'au moment du départ, des mariages s'étaient noués, des relations de famille s'étaient nouées, ces personnes-là se sont déplacées pour aller en France ou avaient même acquis déjà la nationalité française sur leur territoire d'origine, et ces gens-là, on ne peut pas leur dire qu'ils n'étaient pas français. J'aurais pu moi-même avoir la nationalité française dans la mesure où moi je suis né en France. Et que ma mère, qui était Saint-Louisienne de naissance, avait la nationalité française des 4 communes. J'aurais pu, comme beaucoup de gens le font, effectuer les démarches pour acquérir la nationalité française. Mais j'ai estimé que ce n'était pas le chemin que je m'étais choisi. Et je respecte ceux qui ont fait, eux, le choix d'acquérir, pour des raisons totalement compréhensibles et respectables, d'acquérir la nationalité française. Alors, je pense que c'est un problème d'histoire et pas un problème religieux. On est en train d'amalgamer l'islam et l'héritage colonial issu de l'Afrique du Nord musulmane que la France a transporté sur son territoire et doit compter avec. Ce sont des Français. Et j'estime que le traitement médiatique qui est fait pour assiéger ces générations de Français et leur faire croire qu'ils n'étaient pas Français ou qu'ils seraient des Français de seconde zone, c'est cela qui est inadmissible. Et je pense qu'il n'y a pas de Français de première zone ou de deuxième zone. Il n'y a pas des Français qui seraient nécessairement de souche autre que musulmane, qui auraient des droits et des privilèges et que les Français d'origine musulmane n'auraient pas. C'est tous ces faux problèmes-là dont il faut débattre, mais nos autorités, au Sénégal, comme en France ou dans les pays du Maghreb, doivent taper sur la table et dire ça suffit. On ne peut pas avoir des gens qui sont chez vous, qui ont la nationalité du pays et qui ne se font pas respecter à cause de leurs origines. En tout cas, vous avez parlé directement au président français pour lui dire qu'on attendait beaucoup plus de retenue de sa part. Je pense qu'un chef de l'État, c'est quand même une fonction assez prestigieuse. Qui suppose de l'allure, qui suppose de la langue, qui suppose une grande connaissance de l'histoire. Et la France nous avait habitués à des dirigeants qui, même si on ne partageait pas leur point de vue, forçaient le respect. Si je m'en tiens qu'au président de la Ve République, pour ne pas remonter à la Troisième, à la Quatrième, où il y avait quand même des événements et des péripéties dont on pourrait discuter, mais que la Ve République, fondée par le général de Gaulle, nous avons quand même eu des chefs d'État qui avaient une bonne connaissance de l'histoire, non seulement l'histoire de France, mais l'histoire du monde, l'histoire des relations entre les pays du monde, l'histoire de l'évolution idéologique des blocs de l'Ouest et de l'Est et les tensions subséquentes qui en avaient résulté, l'histoire de la colonisation, l'histoire de la décolonisation. Toutes ces histoires humaines devraient avoir enrichi le patrimoine culturel, philosophique et moral de la France. Et je pense que c'est cet héritage qu'un chef d'État français, même s'il est relativement jeune, devrait porter ou garder en repérage à chaque fois que sur le plan international, il aborde notamment les questions africaines ou les questions de l'islam. Alors, où va vers la France, où va plutôt la France si toutefois elle continue à insister sur ce fait, puisqu'on l'a constaté depuis quelques années quand même, il y a des dérives qui sont là et qui ont mené véritablement à des comportements radicaux. Alors là, c'est le chef de l'État, Macron, qui revient à la charge pour en tout cas utiliser des propos qui, me semble-t-il, ne sont pas agréés par ces gens qui sont des Français, comme vous l'avez dit. Alors, en insistant, où peut aller la France ? Écoutez, moi je connais beaucoup de personnalités françaises, politiques, culturelles, diplomatiques, qui sont des gens non seulement raisonnables, mais cultivés,
qui ont une haute conscience de la place que leur pays doit occuper dans le monde et qui devraient, à mon avis, rappeler à l'ordre le jeune chef d'État français qui n'a peut-être pas leur parcours, ni leur finesse, ni leur raffinement. Je pense qu'il est temps que les interlocuteurs, pour parler de l'Afrique qui nous intéresse, les interlocuteurs africains de la France puissent quand même mettre le holà à un certain nombre d'insultes. Au quotidien, malheureusement, nous sommes insultés sur les plateaux de télévision. Des personnes comme M. Zemmour passent leur temps à nous casser du sucre sur le dos et il n'y a pas comment dirais-je, de riposte à la mesure des affronts. Or, l'un des corollaires de la mondialisation, c'est que nous suivons les mêmes journaux télévisés. Nous regardons tout ce qui se passe en France. On ne peut plus parler de nous en dehors de nous. Et il faudrait d'ailleurs que ces plateaux-là ouvrent la possibilité pour des élites intellectuelles africaines d'aller porter la réplique à ces gens qui disent tout et n'importe quoi à des heures de grande écoute. Et cela contribue à façonner la mentalité, j'allais dire le mindset, pour prendre une expression anglaise beaucoup plus précise, des citoyens français qui croient qu'ils ont toujours affaire à des gens de seconde zone, à des gens qui leur doivent tout. Or, si on devait aujourd'hui faire 2 colonnes de bilan entre nous et la France, je pense que la colonne de débit ne serait pas en notre défaveur. Je prends juste pour exemple, ça fait 3 siècles que nous cohabitons avec la France, avec des périodes beaucoup plus difficiles, beaucoup plus violentes. Je vous passe la colonisation, je vous passe les périodes de travaux forcés, parce que le train Dakar-Niger et tous ces grands projets de la colonisation française ont été faits sur la base du travail forcé. Tous les rails qui vont d'ici le Niger sont jalonnés d'hécatombes. Et on n'a pas encore fait ce bilan humain. Mais au plan même financier et matériel, si on devait aujourd'hui regarder le flux de capitaux qui va de la France vers nous et inversement, on se rendait compte qu'on n'est pas aussi débiteur qu'on veut bien nous le faire croire. Totalement déséquilibré. Il est temps que nous puissions non pas rentrer dans une comptabilité d'épicerie, mais au moins que nous ayons les postures morales, d'honorabilité et de dignité qui fassent que nos enfants aient des beaux modèles. Aujourd'hui, quand je discute avec les jeunes amis de mes enfants, les nouvelles générations, ouverts sur le monde, complètement connectés au monde, qui sont complètement décomplexés. Un changement de mentalité. Certains parmi eux me disent pas et bon, ils ont quelque part raison. Et je pense qu'il est temps que les gens de ma génération, qui avons eu relativement des années de militantisme dans un contexte de guerre froide, qui avons été formés ou alors chamés par les théories marxistes-léninistes sur l'ordre du monde à changer, qui avons eu des parcours militants dans ce qui était la gauche quand elle était encore honorable, nous devons dire à nos enfants que le monde qui est en train de se déconstruire doit leur permettre de prendre l'initiative, doit leur permettre de relever la tête, de se décomplexer. Ils sont aussi capables que tout autre cadre mondial mis dans les mêmes conditions. À nous de créer les conditions d'études, d'apprentissage, d'information pour qu'ils puissent rivaliser avec les meilleurs talents dans le monde. Vous allez à la Silicon Valley, vous trouverez plein d'Africains. Voilà. On ne vous le dira pas. Alors le président a quand même rompu le silence. Le président Macky Sall hier pour dire que nous devons mutuellement respecter les valeurs de chacun ou de chacune. Alors quelle est votre lecture d'abord sur cette sortie du président Macky Sall? Écoutez, c'est une bonne chose. S'il l'a dit, je pense que le président Macron devrait en tenir compte. C'est quand même le chef de l'État d'un pays souverain qui lui rappelle sa responsabilité d'abord de respect. On ne peut pas respecter. Le dialogue, c'est toujours à deux. Et le dialogue à deux, il se fait lorsqu'on se respecte. Mais si le dialogue se fait de manière déséquilibrée et que l'un considère qu'il est supérieur à l'autre, n'oublions pas que la mission de la colonisation était partie d'une idée de mission civilisatrice. On n'en est plus là. Aujourd'hui, on voit bien qu'en matière de civilisation, d'autres aires culturelles du monde ont beaucoup plus à apporter à l'Occident
que l'Occident inversement nous apporte. Nous hommes, nous autres, moi je l'ai dit clairement dans mon papier, je suis à la fois francophone mais même francophile, nourri de littérature française, de culture française sur beaucoup de choses, mais je sais que l'héritage culturel historique de mon pays est ce qui structure fondamentalement ma personnalité. Alors, l'espoir est-il permis, sachant que quelque part aussi, il n'y a que nos autorités politiques et qui commencent en tout cas de plus en plus à hausser le ton. Et Bidal l'a dit tout à l'heure avec le président Macky Sall qui séjourne actuellement à Paris, qui au cours d'un forum a quand même élevé le ton pour demander un certain respect. Mais au-delà de ces autorités, comment les populations devraient-elles se comporter pour que véritablement qu'il y ait un rééquilibre ou même ce respect, que ce respect soit imposé à ces autorités françaises qui de plus en plus sont virulentes par rapport à certaines situations? En tout cas, ce que je peux vous dire, ce dont je peux porter témoignage, c'est que la plupart des personnalités que je rencontre dans la société civile sénégalaise sont des personnes indépendantes et qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Par contre, nous avons une faiblesse du point de vue de la responsabilité ou de la protection que nous doivent nos autorités politiques. À chaque fois qu'il y a un arbitrage à faire, nous nous rendons compte que nos autorités politiques sont un peu moralement faibles par rapport aux autorités, qu'elles soient françaises ou autres. Aujourd'hui, regardez nos pays, nous avons d'énormes potentiels, mais sans que les mêmes méthodes soient utilisées. Après la colonisation française, nous avons aujourd'hui les Chinois, nous avons les Turcs, nous avons les Indiens, à chaque fois, il faut qu'on ait des tuteurs dans tous les secteurs d'activité. Or, nous avons formé assez de générations d'ingénieurs, de concepteurs qui devraient pouvoir inventer un modèle de développement qui nous ressemble, qui nous rassemble et qui fasse que les jeunes du Sénégal n'aient pas besoin de se suicider en direct. Et je pense que c'est le grand défi de ces temps-ci. Chaque pays, la pandémie nous l'a montré, a besoin de compter sur ses propres forces. Parce que le défi qui est lancé à l'humanité est trop important, trop exorbitant pour que les solidarités traditionnelles jouent. Aujourd'hui, la France s'occupe de ses problèmes. Les États-Unis s'occupent de leurs problèmes. Le Brésil, tous ces pays touchés de plein fouet par la pandémie ont besoin de faire repartir leurs économies. Nos économies, ce n'est pas leur priorité. Nous aurions dû saisir cette opportunité, d'abord pour donner du sens et du contenu à l'intégration africaine en matière de consommation de ce que nous produisons, en matière d'échange de biens et de services, en matière de mutualisation de nos moyens. Des petits pays, un petit pays de 15 millions, 16 millions d'habitants comme le Sénégal peut se passer de vouloir créer à côté d'Abidjan, à côté du Mali, autant d'universités. Nous devons pouvoir créer ensemble des grandes universités, permettre aux jeunes Sénégalais d'aller travailler en Côte d'Ivoire, étudier en Côte d'Ivoire, d'aller étudier au Ghana. Ça va créer cette fraternité qui avait permis aux pères fondateurs de l'indépendance, dès l'indépendance, de construire l'organisation de l'unité africaine. Parce qu'ils avaient, pour la plupart du temps, fait l'école normale William Ponty. Ils s'étaient connus sur les bancs de l'école, sur les bancs de l'université. Certains avaient étudié en France ensemble. Ça crée des relations. Et ce sont ces relations qui font qu'on peut bâtir ensemble un rêve commun. Et ce rêve panafricain, ce rêve africain, ça doit être, pour les jeunes générations qui montent, la nouvelle frontière à conquérir. Est-ce que ce rêve peut être permis de toutes les façons? Je vais revenir un peu en arrière avec cette France qui nous avait quand même promis la fin de la France-Afrique. Ce sera du donnant-donnant, mais on a vu quand même ce qui s'est passé. Ils font ce qu'ils veulent chez nous, mais nous, on ne peut pas faire ce que nous voulons chez eux. L'immigration clandestine est un exemple patent. Nos enfants sont en train de mourir dans l'Atlantique et personne ne dit rien. Ça ne semble émouvoir personne. Là, vous me tendez une perche afin que je puisse véritablement rendre un hommage à la jeunesse sénégalaise, aux jeunes influenceurs, parce que c'est comme ça que je les appelle, qui sont sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, et qui ont lancé pour aujourd'hui le deuil national. Futile numérique, ça a secoué toutes les chaumières. Ça a secoué toutes les chaumières. Absolument. Et ça nous a interpellés. Je suis de ceux qui comptent des enfants parmi ces jeunes gens-là et qui est fier
de ce qu'ils ont pu faire. Certains d'entre eux, je les suis depuis quelque temps sur Twitter. Certains d'entre eux sont des assistants sociaux. Ils rendent des services énormes, mais on ne le montre pas assez. Il faudrait que vos chaînes de grande écoute identifient ces gens-là, aillent voir comment ils vivent, les choses qu'ils font. Il y en a parmi eux qui, à partir de leur téléphone, collectent des centaines de mille francs, des milliers, des millions même, pour venir en secours à des gens sans rien demander à personne. Donc, je m'associe virtuellement à cette journée de deuil qui nous rappelle notre responsabilité. 480 personnes qui meurent, jeunes gens qui meurent, c'est pas rien. Ça méritait, à défaut d'un deuil national comme tel, au moins que des autorités de la République. Mais pourquoi justement le président n'a pas décrété un deuil national? On l'a quand même convié à une marche, les musulmans l'ont convié à une marche contre les caricatures Charlie Hebdo, oui, contre les caricatures du prophète. Il n'est pas venu. On attendait qu'il décrète quand même un deuil national. Il ne l'a pas fait. Les gens n'ont pas compris le comportement du chef de l'État. Écoutez, Et même à Paris, il n'a en aucun moment prononcé les caricatures, le mot caricature. Écoutez, je lui laisse la responsabilité de ses actes. Moi, je suis un citoyen qui, pour ce qui le concerne et avec ses modestes moyens, essaye d'avoir, par rapport à tous les sujets nationaux et internationaux, une posture objective. Je pense que 480 morts, ça mérite un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt, d'abord pour le rendre hommage, ensuite un temps d'arrêt pour nous interroger sur nous-mêmes. Que sommes-nous devenus au point d'être insensibles face à ces catastrophes humaines et humanitaires. Sauf qu'il y a une contradiction au niveau des chiffres entre ce qui a été donné, disons, par ces structures et l'État du Sénégal. Il semblerait quand même qu'il y a une différence parce que dès le débat portait aussi sur ça. Mais vous me direz très certainement qu'il s'agit de morts. Qu'il y a quand même des morts. Voilà. Je vous dirai, vous savez... En fait, je vous donne juste la posture de l'État du Sénégal. Non, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais moi, ce qui m'intéresse en tant que Sénégalais, en tant que citoyen, c'est de me rendre compte qu'au-delà de 10 morts, c'est un événement. Bon, point. Le reste ergoté sur le nombre, c'est 150, c'est 200, c'est exagéré. Ça, c'est pour les salons. Mais la réalité humaine, qui est que les emplois qui avaient été promis ne sont pas au rendez-vous, la réalité, elle est là. On n'a plus besoin de faire un dessin pour expliquer aux Sénégalais que les gens qui vont à la mer ne trouvent pas d'emploi. Mais il y a pire, ils ne trouvent pas d'espoir. Or, les dirigeants doivent au moins faire nourrir le rêve des habitants d'un pays. Il faut qu'il y ait du rêve. Dans un pays où il n'y a plus de rêve, il ne peut pas y avoir d'espoir. Et je pense que toutes ces petites initiatives ne sont pas contre l'État, ne sont pas contre le gouvernement. Ces jeunes gens-là ne sont pas des politiciens. Ils sont pas politiques du tout. Quand vous discutez avec eux, c'est des gens innocents qui vous disent simplement, voilà, on ne comprend pas. Depuis des jours, il y a plein de morts et il n'y a personne qui bouge. Bon, on a essayé avec nos tweets, mais ça a fait un buzz planétaire. Ça circule de partout. Et voilà les nouvelles solutions qui vont émerger. Et je pense qu'il faudrait que les autorités politiques prennent conscience de ces nouveaux phénomènes de réseautage, de mutualisation des énergies, parce que c'est cela qui va certainement entraîner une lame de fond pour transformer durablement nos sociétés. Je pense que la politique à la papa, je fais mon parti, je prends des Ndiagandiaï, je mets dedans des gens, je les amène à un meeting, ça c'est bientôt fini. Comme dirait l'autre, les populations sont en avance sur les politiques à part. C'est terminé, c'est-à-dire qu'il ne reste aujourd'hui, je me rappelle d'une réminiscence de mes lectures marxistes de jeunesse, Karl Marx qui nous disait, lorsqu'on a vu clair dans les enchaînements, toute croyance théorique dans la forme de l'état présent sombre avant que dans la pratique elle ne s'effondre. C'est-à-dire qu'il y a des choses, aujourd'hui la politique à la grand-papa c'est terminé. Je ne parle pas que des nouveaux outils, mais il n'y a déjà plus d'idéologie. Quand quelqu'un dit je suis libéral, personne ne voit ce que ça veut dire. Gauchiste, quand quelqu'un dit je suis socialiste, personne, parce que les pays émetteurs de ces idéologies n'en parlent même plus. Alors aujourd'hui ce qui se passe, on est à l'ère du pragmatisme éclairé. C'est de nouveaux paramètres. Non seulement c'est de nouveaux paramètres, mais c'est de nouvelles postures qui vont naître et les nouveaux outils permettent d'aller vite en termes de partage d'informations,
en termes de mobilisation des énergies et on le voit de plus en plus en termes de mobilisation des ressources. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, oui. Il y a des jeunes gens qui règlent des tas de problèmes au quotidien sans rien demander à l'État. Très bien. En tout cas, tout au long de votre discours, on n'a pas entendu Monsieur le ministre prononcer le nom de Samuel Paty, l'homme qui a été à l'origine du scandale quand même et qui a fait que vous avez décidé de rendre à la France sa distinction. Est-ce que ça fait partie... Pour moi, le malheureux assassinat de ce professeur aurait pu ne relever que d'un fait divers. Parce que je ne vois pas dans sa trajectoire qu'est-ce qui le distingue d'un citoyen égorgé par un malfrat dans la rue. Le seul événement qui s'est passé, c'est qu'il aurait dit à ses élèves, on va faire un cours sur la liberté d'expression, que ceux qui sont musulmans dans la salle sortent, parce que ça pourrait les heurter. C'était déjà orienté. Moi, ça déjà, je pense que ce n'est pas digne d'un professeur. Parce que vous avez des élèves devant vous, dont vous ne savez pas les croyances, dont vous ne devez pas stigmatiser les origines, dont vous n'êtes chargé que d'accoucher les esprits. Comment se fait-il que ce professeur-là, dont on ne connaît rien d'autre d'ailleurs, parce que c'est le seul acte majeur qu'il a posé dans sa vie et qui lui a valu, dit-on, les représailles d'un jeune dont moi j'ai vu la photo. Et quand j'ai vu la photo de ce gamin-là, qui est à peine sorti de l'enfance, je me suis dit n'importe qui peut manipuler ce garçon-là. Il n'est pas structuré, il n'est pas suffisamment structuré pour prendre. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est à cause de ça, de Samuel Paty, qui a été élevé au grade de Légion d'honneur, que vous avez décidé de... Non, pas que ça. Oui. C'est ça fait partie des raisons. Depuis 2015, je note la campagne médiatique mondiale qui veut nous faire dire à tous je suis Charlie. Je ne suis pas Charlie. Ça, c'est clair. Et depuis, j'observe à travers les médias internes français une tendance à construire un unanimisme autour de cette lutte contre l'islamisme. Aujourd'hui, on appelle ça de l'islamophobie. On conditionne le citoyen français à avoir peur de l'islam. Écoutez, on vous dit, il a dit Allah Akbar. Mais n'importe qui peut dire Allah Akbar. Est-ce que c'est un délit? Nous le disons combien de fois par jour? Et nous n'avons jamais égorgé personne. Et nous n'y pensons même pas. Absolument pas. Et pour faire la chute, je sais que votre temps est presque fini, l'islam est une religion de paix. Et de il faut tolérance. que nous le répétions. Et au Sénégal, nous avons un modèle qu'il nous faut absolument promouvoir, diffuser, parce que nous avons, nos aînés ont une connaissance précise du livre saint, mais ils ont aussi connaissance de la sunna du prophète. Et c'est ce que nous vivons dans notre pays. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Amadou Tidiane Wane. Merci également à Cheikh Tidiane Diagne. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de votre suivi.